BFM Business, Intégral Bourse, les indés de la finance. Les indépendants de la finance, et c'est David Benamou qui est avec nous cet après-midi, associé gérant d'Axiom Alternative Investment. David, bonjour. Bonjour. Spécialiste de l'investissement dans le secteur bancaire, et ça tombe bien, on va prendre une bonne dizaine de minutes pour essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, il y a de nombreux sujets d'inquiétude, on a déjà parlé avec vous, on va en reparler, mais je voudrais juste qu'on parte un petit peu sur le sujet chaud du moment en Europe, le secteur bancaire italien, qui est sans doute celui qui est le plus chahuté aujourd'hui et depuis un bon moment. David, on sait qu'il y a des centaines de milliards de créances douteuses qu'il faut apurer dans les bilans. Et le gouvernement est en train de prendre le taureau par les cornes. Comment est-ce qu'on peut expliquer un peu simplement où est-ce qu'on en est, et est-ce que ce sont des nouvelles qui sont positives à terme quand même pour ce secteur bancaire italien et peut-être pour l'ensemble du secteur bancaire européen? Oui, alors l'Italie, il y avait historiquement deux problèmes en fait sur le secteur bancaire italien. Le premier, c'est qu'il y a trop de banques en Italie, donc il y a beaucoup de petites banques. C'est vraiment très très différent de ce qu'on connaît en France, où on a quelques grandes banques et avec disons des parts de marché qui sont en moyenne relativement élevées. En Italie, on a à peu près 20% de parts de marché, en dessous de 20% de parts de marché pour les 5 grosses institutions, alors que c'est plutôt elles se partagent plutôt 40% chez nous. Donc voilà, donc c'est dire à quel point la concurrence est forte et le marché est éclaté. Trop éclaté, ouais. Tout à fait. Avec des tout petits acteurs locaux, un peu comme on avait en Espagne avant la restructuration. Les banques populaires un peu partout dans chaque région. Exactement. Donc ça c'est le premier problème. Le second problème, c'est que il y a un mal qui touche l'Italie depuis longtemps, c'est la lenteur des tribunaux et des procédures judiciaires. Ce qui fait que les banques ont empilé des stocks de prêts non performants. Alors non pas que la macroéconomie italienne soit catastrophique, elle est à bien des égards très très comparable à ce qu'on peut trouver chez ses voisins. De l'autre côté, oui. Voilà. Mais en revanche, on a des délais de procédure qui sont en moyenne de 6 ans en Italie contre 2 ans en France ou en Allemagne. Donc ce qui fait que c'est fondamental quand même, parce que on lit partout et on entend partout que c'est 360 milliards d'euros de créances douteuses, de prêts non performants, comme on dit dans le jargon technique. C'est le dernier pointage de la Banque d'Italie. On lit partout que ces créances douteuses, elles sont liées aux années de sévères récessions qui ont frappé l'Italie. Vous dites, alors sans doute que ça n'a pas arrangé les choses, mais vous dites, c'est un problème d'engorgement judiciaire et de délais de recouvrement qui ont explosé. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a à peu près 20% de prêts non performants dans les books entre guillemets des banques italiennes. C'est-à-dire comparable à ce qu'on a au Portugal, mais avec des origines et des causes très différentes, contre 7% en moyenne en Europe. Donc c'est une vraie différence, mais elle est essentiellement liée à l'incapacité de déstocker entre guillemets. Et c'est les délais de procédure qui sont les principales responsables de ça. Oui, c'est ça. Et donc 3 fois plus important, c'est ça, qu'en France ou qu'en Italie. Et les nouveaux flux de créances là, est-ce qu'ils montrent justement que il y a de moins en moins de créances douteuses qui rentrent là, qui viennent se stocker dans les bilans? Tout à fait. Il y a de moins en moins de créances douteuses qui rentrent. C'est très clair. On le voit avec une banque qui est symbolique de ce point de vue-là, Monte Paschi, qui a publié ses résultats hier soir. La plus vieille banque du monde. Exactement, la plus vieille banque du monde qui fait son deuxième trimestre profitable, donc elle a 95 millions d'euros de profit sur ce trimestre-là, et avec des métriques en termes de prêts non performants qui s'améliorent très nettement. Donc, il y a une solution sur la table face à ce problème. C'est important de refaire le constat et d'expliquer d'où viennent ces créances. Face à ce problème, alors c'est pas le premier sauvetage bancaire qu'on est en train de vivre en Europe. Donc, est-ce qu'on a appris, et est-ce que la solution là qui est en train d'être proposée par les autorités italiennes, est-ce qu'elle vous paraît être une bonne solution? Oui, alors il y a le gouvernement italien a vraiment pris le taureau par les cornes, comme vous le disiez, et a vraiment une constance depuis maintenant 12 mois dans, je dirais, la reconstruction du secteur bancaire. La première chose qui a été faite, c'est l'année dernière, c'est le vote d'une loi sur les faillites qui réforme complètement les procédures de faillite et les procédures de recouvrement en Italie. Et l'objectif, c'est de diviser à minima par 2 les délais de recouvrement. Donc ça a été voté l'année dernière, et ça va évidemment pas être instantané. Non, mais on s'attaque à la cause structurelle du problème. On s'attaque vraiment en fait à l'origine. Et ça va radicalement changer le coût du risque dans les banques italiennes au cours des prochaines années. Donc en termes de potentiel de création de valeur, c'est extrêmement positif pour les banques italiennes. Et encore une fois, c'est pas instantané, ça va prendre encore quelques années, mais c'est vraiment, on a changé en fait, on a corrigé le problème central. Ensuite, la deuxième chose qui a été mise en place, c'est ce fameux fonds Atlante,
qui a deux objectifs. Le premier, donc c'est le fonds de sauvetage. Exactement. Alors, c'est pas exactement un fonds de sauvetage parce que c'est un fonds qui va pas utiliser des fonds publics. C'est un fonds qui est détenu par les banques. En fait, en réalité, la seule entité entre guillemets publique qui fait partie du tour de table, c'est la Caisse des dépôts italienne. Mais c'est pour l'essentiel les banques italiennes, en fait, avec Banca Intesa et Unicredit, qui sont les premières. Initiatives privées. Exactement. C'est une initiative privée. Alors entre guillemets, mais en tout cas, avec essentiellement c'est de l'argent privé pour le coup. Exactement. Techniquement, c'est de l'argent privé. Donc ce fonds Atlante, il a deux objectifs. Le premier, c'est de permettre la recapitalisation des deux banques qui sont en cours d'augmentation de capital, qui sont Veneto Banca et Banca di Vicenza, qui sont des banques qui devaient, après les stress tests 2014, faire des augmentations de capital et nettoyer leur bilan, ce qu'elles sont en train de faire. Donc c'est la première vocation de ce fonds. Et la deuxième vocation de ce fonds, c'est de sortir de leur bilan une partie, c'est ça, de reprendre les créances non performants. Tout à fait. Alors, on a vu, alors je crois qu'il y en a une là qui vient d'être mise en bourse dans le but de sa recapitalisation, c'est Banca Vicenza. Enfin, il n'y a pas un autre investisseur privé qui a eu envie de mettre, grosso modo, qui a eu envie de mettre 1 euro dans l'opération. En fait, c'est quasiment le fonds Atlante qui a tout pris, quoi. Exactement. C'est ce qui était prévu, ou est-ce que c'est quand même le signe que le marché ne croit pas à ce stade encore au sauvetage du secteur italien? Alors, pour être très clair, les conditions de marché pour mettre en bourse Vicenza et Veneto, c'est juste les pires qu'on puisse avoir. Donc leur objectif, c'était plutôt d'arriver vraiment à attirer plus d'investisseurs, mais le climat est extrêmement. Donc c'est pas une surprise. Non, c'est pas du tout une surprise. Le délai en fait était un délai obligatoire puisque c'est une contrainte en fait de la BCE à l'issue des stress tests. Le délai de recapitalisation était ceci. Donc voilà. Ça les obligeait à ce timing-là. Exactement. Exactement. Bon, voilà pour secteur italien. C'était important quand même de s'arrêter dessus parce que voilà, ça chahute beaucoup et par effet de contagion quand même, ça pèse un petit peu sur l'ensemble du secteur en Europe. Un mot aussi des résultats. Alors peut-être simplement sur les deux grandes banques françaises qui ont publié, BNP et Société Générale. Intéressant de voir notamment la publication de BNP en début de semaine, qui publie le même jour que UBS et Commerzbank, qui livrent des résultats affreux. Et évidemment, le titre BNP, alors a mieux résisté, mais voilà, le marché n'a pas apprécié peut-être à sa juste valeur les résultats d'une BNP. Ça s'était mieux passé pour Société Générale. D'un mot, qu'est-ce que vous retenez des résultats des deux plus grandes banques françaises? Alors, c'est des résultats qui sont très très solides, avec, je dirais, une prime peut-être pour BNP qui a la difficulté d'avoir une très grosse banque d'investissement et qui a commencé très tôt ce travail de restructuration de sa banque d'investissement, et elle a la capacité à maintenir disons un trend de profitabilité qui est relativement élevé, ce qui est un vrai challenge. Quand on regarde ce qui se passe chez Deutsche Bank ou Crédit Suisse qui ont des activités de banque d'investissement en fait importantes, on voit la différence dans la gestion, disons, de la mue réglementaire de ces animaux. Donc c'est vraiment une performance remarquable. C'est bon dans l'absolu et en relatif en plus par rapport à aux concurrents qui sont très en retard. Tout à fait. Bon, maintenant, alors, les problèmes, les vrais gros problèmes là, taux négatif, crise pétrolière, révolution numérique. Comment ces acteurs là, parce que finalement les gérants que je vois et les gérants value, ceux qui vont chercher les actifs décotés sur le marché, normalement le secteur bancaire forcément c'est quelque chose qu'on regarde. Beaucoup d'entre eux aujourd'hui ont lâché l'affaire, David. Vous, c'est votre secteur d'investissement, donc comment vous regardez ces défis là qui semblent pour certains insurmontables pour le secteur bancaire? Alors c'est un secteur qui est en pleine restructuration et 2016 est très clairement une année charnière. Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est l'année de la crise du pétrole et que dès début janvier tout le monde s'est dit il va y avoir des dégâts sur le secteur, et donc qui est exposé. Alors ce qu'on voit très bien, c'est que les banques de ce point de vue là ont relativement muté. Elles ont une capacité à prendre des risques qui est aujourd'hui extrêmement faible, et du coup les expositions qu'on voit sont d'abord faibles et d'autre part le type d'exposition est très peu risqué. Et c'est d'autant plus en Europe. Alors en Europe c'est vrai qu'aux États-Unis c'est un petit peu différent parce que les États-Unis ont un très très gros secteur de shale oil, ce qui fait que sont des acteurs qui sont très vulnérables, donc on a des taux de défaut qui sont plus importants et des risques dans les bilans des banques américaines qui sont plus importants. Vous vouliez donner un exemple? Oui, alors juste un chiffre en fait, c'est que globalement il y a 3100 milliards de dettes du secteur pétrolier dans le monde, et sur ces 3100 milliards vous trouvez que 540 milliards dans le bilan des banques. Donc la majorité est plutôt
dans le marché hors bancaire, quoi. Exactement, hors bancaire. Hors bancaire. Bon, alors, ok, le pétrole, vous dites, et vous étiez venu nous le dire dès le départ, des inquiétudes du marché sur ce sujet, c'est pas un problème, c'est tout à fait gérable par les banques au regard effectivement du travail qu'elles ont fait et de leur faible capacité à prendre du risque. Taux négatif, là c'est quand même une autre paire de manches. Alors, ils viennent tous nous dire, les banquiers, là, que c'est impossible de travailler dans ce contexte. Alors c'est sûr que c'est compliqué. Mais cela étant, on a des exemples en fait de pays qui fonctionnent en fait en taux négatif. Donc on a par exemple la Norvège ou la Suède. Et lorsqu'on regarde la profitabilité du secteur bancaire norvégien et suédois, bon, il y a quoi se poser des questions puisque globalement les banques suédoises sont en moyenne 15% de ROE. Ouais. Voilà. Donc return on equity, retour sur capitaux. Hein. Exactement. Voilà, pour 1 euro de capital, combien est-ce que ça me rapporte au final? Exactement. Donc ça veut dire que les taux négatifs c'est pas une fatalité, ça érode au fur et à mesure les marges, donc il ne faut pas que ça dure des années évidemment. Ouais. Disons l'exemple qu'on a vu durer des années, c'est l'exemple japonais, hein, où là on a des retours sur fonds propres qui sont quand même plus bas, puisqu'on est entre 6 et 7% en moyenne. Mais ce qui compte en fait pour une banque, c'est sa capacité à maintenir des marges, parce que même avec des taux négatifs, les banques se refinancent également à taux négatif. Bien sûr. Ce qu'il faut, c'est simplement être capable de faire payer le client final. Ou se refinancer moins cher. Ouais. Ou se refinancer moins cher. Ce qui va être le discriminant. Donc la clé, c'est vraiment entre guillemets la pente des taux, c'est-à-dire l'écart entre le coût de refinancement pour la banque et voilà. Bon, alors il y a en plus la révolution technologique, les fintech, mais là on n'a pas le temps de rentrer dans ce sujet-là, mais voilà. Au regard de ces défis-là que vous avez dressés, David, je le rappelle, votre métier c'est d'investir à la fois dans la dette bancaire et à la fois dans les actions bancaires, dans le secteur bancaire. Quelles sont vos convictions là? Les banques qui sont les mieux armées et les mieux préparées pour relever ces défis et affronter les menaces du moment, on va dire. Alors, juste avant de citer quelques noms, je voudrais juste dire une chose qui me paraît très importante, c'est que tout ce dont on vient de discuter, c'est du sentiment. C'est-à-dire les gens voient les banques qui performent pas, qui baissent, et on essaye de qualifier, de donner des mots, et c'est les explications qu'on trouve. Mais la réalité, et ce qui fait l'essentiel des niveaux de prix aujourd'hui sur les financières, c'est les flux. C'est-à-dire que globalement aujourd'hui, les plus gros porteurs d'actions financières et de dettes financières sont les fonds souverains, et en particulier les fonds souverains qui sont liés au pétrole. Donc globalement, l'exposition sur les financières, c'est 40% des portefeuilles, et donc 60% sur l'Europe. Donc lorsque vous voyez l'Arabie Saoudite qui fonctionne avec 98 milliards de déficit par an et qui ne se finance pas en dette, hein, donc elle doit vendre des actifs, mécaniquement vous avez des quantités importante d'exposition sur les financières. Voilà. Donc c'est principalement majeure, ça. Vous avez raison. Parce que voilà, c'est un secteur, contrairement à des secteurs qui ont été massacrés mais qui ont bien rebondi, type ressources de base, type oil and gas, pétrole et gaz, les financières ont moins rebondi et elles sont encore en baisse de quoi, grosso modo 20%, 15-20% depuis le début de l'année. Un petit peu moins, oui. Donc l'explication des fonds souverains, effectivement, elle est sans doute importante, David. C'est quand même bien d'avoir, c'est votre métier, mais enfin les gérants qui viennent, souvent c'est binaire, ceux qui ne sont pas spécialistes du secteur bancaire, je comprends pas, j'achète pas, je comprends pas mais c'est pas cher donc j'achète peut-être un peu. Enfin, je vais pas dire que le raisonnement se limite à ça, mais quand même un peu parfois. Là, on va un peu plus loin avec vous et ça permet d'avoir donc quelques convictions, là, quelques valeurs européennes qui vous semblent attractives. Qui sont absolument magnifiques. Hein. Alors BNP, on va le citer, c'est un établissement vraiment très solide. On a par exemple, si on fait un petit tour de la géographie européenne, Erste Bank en Autriche, c'est une banque qui fait plus de 10% de ROE, voilà, qui a une capacité à faire croître en fait son loan book, donc son portefeuille de prêts, donc c'est une banque qui fonctionne extrêmement bien. Intesa en Italie, qui vient de publier d'ailleurs, voilà, et c'est une très très belle banque et très solide à tel point que Intesa est mieux valorisé que BNP. Intesa, ça vaut une fois ses fonds propres, alors que BNP vaut plutôt 0,70. Donc on a vraiment des banques très solides. Julius Baer en Suisse, par exemple. On a Lloyds en Grande-Bretagne, qui est aussi une magnifique institution. Voilà, donc on a des très beaux établissements à travers l'Europe et qui délivrent des vrais retours. Mais pas en Allemagne.
En Allemagne, non. L'Allemagne, c'est un pays qui est pareil, qui est surbancarisé. Il y a beaucoup trop de banques en Allemagne. Et puis malheureusement, celles qui demeurent, enfin les plus grosses, Commerz et Deutsche, ont encore beaucoup de pain sur la planche. Merci beaucoup, David. Merci d'avoir été avec nous pour essayer d'aller un petit peu plus au fond que d'habitude sur l'analyse de ce secteur bancaire en Europe. David Benhamou, associé gérant d'Axiom Alternative Investments.